Bonjour à tous et à toutes, et je vous remercie d'être venus si nombreux et malgré la grève pour cette cinquième conférence. Donc je vous prie d'excuser le président de l'EHESS qui a été empêché. Et c'est donc moi qui ai le plaisir d'ouvrir cette cinquième conférence qui se tient donc dans la continuité de la 42e conférence Marc Bloch, qui avait eu lieu cette année avec le prix Nobel de médecine Svante Pääbo le 9 novembre 2023, et série donc qui est suivie d'une série de 6 conférences autour de la thématique du dialogue entre les sciences expérimentales et les sciences sociales. Donc une série de conférences ouvertes sur l'interdisciplinarité. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour la cinquième et avant-dernière conférence du cycle Anne Rasmussen, qui est directrice d'études à l'EHESS sur la chaire intitulée Sciences, médecine et territoire, une histoire sociale et politique 19e, 21e siècle. Et elle nous propose donc une conférence sur le sujet « Enquête aux frontières des épidémies, sciences, histoire, sciences sociales ». Donc je vous remercie. Alors je précise aussi, oui, que Anne Rasmussen mène des recherches en histoire sociale de la santé et des savoirs biomédicaux au 19 et 20e siècle au sein du centre Alexandre Coiré. Donc je pense que vous êtes nombreux ce soir, qui est un centre qu'elle dirige également. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Sandrine pour ce mot d'accueil et merci beaucoup très chaleureusement à tous les présents, toutes les présentes, tous les présents. C'est un honneur de parler devant vous et un plaisir aussi de vous voir réunis avec un certain nombre de collègues du Centre Coiré, doctorants, amis et personnes venues à cette intention. Donc merci de votre présence. Alors je commencerai par une enquête sur le choléra. Vous voyez sur ce dessin de mars 1832, un dessin dont le caractère satirique ne vous échappera pas, eh bien toute une palanquée d'experts et de notabilité du Board of Health de Londres qui sont en quête de cas du choléra, puisque en mars 1832, le choléra a atteint l'Europe. Et donc chacun s'interroge sur les causes, la nature, l'origine de cette épidémie. Et vous les voyez donc à la recherche, notamment en utilisant leur odorat, puisque nous sommes à une époque où les origines miasmatiques, donc notamment passant par les odeurs des maladies infectieuses, donc cette interprétation domine, et vous en voyez une illustration. Alors, en 1969, pour changer d'époque, les Annales, donc la revue, héritière de Marc Bloch et Lucien Febvre, publiait une livraison qui a fait date, Histoire biologique et société. Il ne fallait pas interpréter la démarche, soulignait l'introduction, comme une conversion exclusive, je cite, aux problèmes opaques du sous-sol de l'histoire humaine, à sa part la moins mouvante, la moins volontaire, la moins humaine, mais au contraire, comme une tentative d'effacer la césure scolastique entre l'homme physique et l'homme moral, qui gêne toujours le regard de l'historien. Fin de citation. Effacer la césure et interroger les frontières entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales, tel était le programme. Je cite encore les Annales. Ces disciplines jeunes que nous interrogeons ont l'avantage d'entamer le dialogue le plus difficile, peut-être le plus important, celui des sciences humaines et des sciences médicales. C'est aussi la proposition qui nous a été faite dans ce cycle de conférences, Sandrine Robert le rappelait à l'instant, dédié à l'interdisciplinarité, en dialogue avec la conférence Marc Bloch tenue par le biologiste, généticien,
médecin, Svante Pääbo, est sous-tendu par la question « Comment les variants génétiques néandertaliens influencent les populations humaines aujourd'hui ?» Et en effet, comme cela a déjà été souligné, les travaux de Svante Pääbo sur le patrimoine génétique du Néandertal questionnent autrement certains objets des sciences humaines et sociales, ainsi des dynamiques migratoires, des frontières de l'humanité, des épidémies ou des stratifications sociales du passé. Quelles sont les conditions de ces dialogues possibles entre disciplines ? Comme le mettait en valeur la livraison des Annales, des champs pionniers des sciences de la nature se livrent à des enquêtes dont les résultats modifient la compréhension de l'histoire des interactions entre l'homme et la nature. Ce numéro d'il y a un demi-siècle prenait ainsi les relations entre l'histoire biologique et l'histoire socioculturelle, en enrôlant les méthodes de l'anthropologie physique, de l'archéologie ou de la paléodémographie. L'éditorial invitait cependant à la plus grande prudence dans la réception, par exemple, des thèses audacieuses de l'hématologie géographique, je cite, « science neuve fondée sur l'écologie humaine et les caractères génétiques des populations », qui entendait mettre en corrélation l'emploi du retrait lignagé et l'existence biologiquement reconnue d'un vieux substrat ethnique, c'est-à-dire, en d'autres termes, de faire le lien entre caractères sérologiques et caractères raciaux. Le sujet était assez inflammable et montrait combien les sciences de la nature ne seraient d'aucun secours aux sciences sociales si les hypothèses qu'elles entendaient explorer étaient mal fondées, voire hasardeuses. En partant de l'Observatoire des épidémies, observatoire historien où je me situe, on sait combien nombre de disciplines, virologie, biologie de l'évolution, génétique des populations, phylogénie, des sciences neuves qui ne sont plus du tout celles d'il y a 50 ans, ont contribué à façonner l'écriture de l'histoire des circulations et des origines des épidémies, mettant à l'épreuve les hypothèses, transformant les récits et étirant les échelles temporelles depuis le néolithique. Les épidémies du XXe siècle, grippe dite espagnole, VIH-Sida, Ebola, ont constitué des laboratoires à partir desquels le séquençage génétique des pathogènes, les usages de la bioinformatique, ceux de l'épidémiologie moléculaire, ont façonné de nouveaux récits, particulièrement des récits des origines. Dans le cas de la grippe espagnole de 1918, la question centrale des virologues et immunologistes portait sur la pathogénicité apparemment sans égale, et donc le caractère singulièrement meurtrier du virus, si on l'insérait dans une chaîne d'épidémies grippales au long du XXe siècle. À la fin des années 1990, une équipe scientifique pilotée par Jeffrey Taubenberger de l'Institut de pathologie des forces armées américaines, à partir d'un corps exhumé dans le permafrost d'Alaska, qui était identifié comme victime de la grippe de 1918, et à partir d'archives d'autopsie de 4 autres corps, des tissus pulmonaires collectés à l'automne 1918, conservés dans des blocs de paraffine. Donc, cette équipe engageait un long processus de séquençage de petits fragments d'ARN viral qui permit de déterminer, in fine, la séquence génomique complète d'un virus de la grippe et les séquences partielles de 4 autres. Les résultats, publiés en 2006 dans Science, montraient que le virus de 1918 est l'ancêtre probable des 4 lignées H1N1 et H3N2 de grippe A humaine et porcine, ainsi que de la lignée H2N2 éteinte. Si les données de la séquence de 1918 laissaient cependant des questions sans réponse sur l'origine géographique du virus et sur l'épidémiologie de la pandémie, c'est dans la perspective d'un récit généalogique des pandémies grippales que ces pathologistes moléculaires, racontent la pandémie et entendent se placer
ainsi que Taubenberger légende son diagramme chronologique en se resituant dans une série depuis le XIXe siècle jusqu'au XXIe. Dans cette représentation génétique qui inscrit les séquences grippales dans une histoire des pandémies modernes, celle de 1918 est bien, selon la formule choc de Taubenberger, la mère de toutes les pandémies, qui travaille aussi le récit historien. Avec le VIH-Sida, les intrications entre les apports de l'épidémiologie moléculaire et la réécriture de l'histoire de la pandémie ont été plus notables. D'un côté, la virologie, les méthodes phylogénétiques, c'est-à-dire l'étude des relations évolutives entre les êtres vivants, qui se traduisent en particulier en représentation sous forme d'arbres des liens de parenté entre différents virus, leurs mutations, et qui retracent, grâce à des algorithmes, l'histoire évolutive de la population de pathogènes. Utilisés en temps réel pour suivre la progression d'une épidémie et la production de variants, ici c'est le début de l'épidémie de Covid, les 4 premiers mois de l'épidémie de Covid représentés par cet arbre phylogénétique. Donc pour suivre une épidémie en temps réel et pour retracer les chaînes de transmission, ces approches interagissent aussi avec l'histoire des épidémies en redessinant chronologie et trajectoire de circulation. Avec la même représentation, donc, mais cette fois sur le plan géographique. Des analyses computationnelles permettent d'inscrire ces séquences dans une profondeur de champ temporelle, l'écoulement du temps se mesurant par l'accumulation de mutations. Comme l'expliquent de manière pédagogique Guillaume Lachenal et Gaëtan Thomas dans leur éclairant Atlas historique des épidémies, le principe de l'horloge moléculaire permet de dater l'émergence des épidémies et leur diffusion géographique. Donc voilà un arbre phylogénétique des recombinants du VIH numéro 1 et de ses sous-types et donc sa diffusion épidémiologique. Ce sont des réécritures enchâssées de l'histoire du VIH-Sida qui en ont résulté, avec les reconfigurations chronologiques et géographiques des origines. Déconstruction du mythe du patient zéro de 1981, réputé avoir introduit la maladie sur le continent nord-américain, pour remonter à une épidémie en Haïti des années 60, puis à une épidémie incubée au début du XXe siècle en Afrique centrale, du sud-est du Cameroun jusqu'à la ville coloniale de Léopoldville, Kinshasa, où, rétrospectivement, il a été mis en évidence que le virus était présent à la fin des années 50 du XXe siècle. Ce sont ainsi deux récits des origines bien différents que raconte, par exemple, en 1989, Mirko Gremek, médecin historien de la médecine, donc ouvrage sous-titré « Début et origine d'une pandémie actuelle » et célèbre pour sa thèse des 4 H, haïtiens, hémophiles, héroïnomanes et homosexuels, et Jacques Pépin, médecin infectiologue québécois qui a fait toute une partie de sa carrière en épidémiologie de terrain au Zaïre. Cet ouvrage paru en 2011 en anglais traduit historiquement les nouvelles interprétations virologiques. Ce ne sont pas seulement deux récits différents des origines, mais deux profils singuliers du sida qui en résultent. Jacques Pépin ne s'en tient pas à une reconstitution épidémiologique du passage du virus de l'immunodéficience simienne à un hôte humain, mais en s'adossant à des travaux d'historiens ou d'anthropologues, il fait advenir un récit où s'entrelace une histoire coloniale africaine des années 20, une histoire des infrastructures ferroviaires et de l'urbanisation, une histoire de la santé publique au Congo belge et de son rôle dans la propagation iatrogène d'un virus qui mute progressivement, une histoire des pratiques de prélèvement et de commercialisation des éléments biologiques, une histoire mondiale, croisant des trajectoires individuelles des scientifiques ou des patients. Si cette reconstitution biomédicale de la trajectoire du virus s'enrichit
d'enquêtes historiques fondées sur des sources, elle reste cependant déterminée par la quête des origines, Horresco referens, si l'on se place sous les auspices de Marc Bloch, quête appuyée sur des modes d'administration de la preuve attestant des ruptures du temps et des franchissements de seuil à la lecture de la catastrophe advenue. Dans ses relectures des histoires de la grippe de 1918 et de l'émergence du VIH-Sida, donc au prisme des sciences biologiques, l'interdisciplinarité tient peut-être surtout aux emprunts respectifs, aux outillages qu'une science auxiliaire peut fournir, chacune des disciplines considérant sans doute l'autre comme son auxiliaire. Aussi importe-t-il que chacune, et sans doute je me place là plutôt du point de vue des sciences sociales, ne cède pas de terrain dans la défense de ses manières de voir et de savoir, de ses systèmes de preuves, de la diversité de ses sources et de ses terrains, voire de ses technologies littéraires. Mais ces discours de la méthode, ici une interdisciplinarité réduite au recours à des sciences auxiliaires, ont été renouvelés par bien des questionnaires émanant des sciences sociales, de l'histoire à l'anthropologie, des études sociales des sciences aux études environnementales. Qu'il existe une césure qui serait à combler par un dialogue interdisciplinaire, voilà une grille de lecture dont les termes ont été passablement mis en cause par les changements de paradigme qui ont affecté le rapport des sociétés et le rapport des sciences sociales à la nature. Critique de l'anthropocentrisme dans ses différentes dimensions, européennes puis globales, face à la dimension planétaire des phénomènes écologiques. Relecture réflexive des relations des sociétés à leur environnement. Interrogation sur la puissance d'agir historique d'acteurs non humains. Des changements de paradigme qu'a bien décrit Alice Ingold, par exemple, dans une autre livraison des Annales, consacrée non plus à biologie et société, mais plus de 40 ans plus tard à environnement, signe des temps. Je renvoie aussi à la réflexion historiographique et épistémologique, au long cours que mène Antonella Romano, ici présente, sur l'histoire globale, qui affecte cette conversation entre sciences et sciences sociales. Les épidémies sont un des objets que ces renouvellements de questionnaires concernent, au voisinage des sciences du vivant et des sciences sociales. Elles invitent à interroger les enjeux disciplinaires des régimes de temporalité, comme ceux que soulève la crise environnementale, et notamment la crise climatique. Sur la question des temporalités, l'étude des épidémies fait se croiser les temporalités longues du vivant pathogène et les temps historiens à différentes échelles. Par exemple, les temporalités contractées du moment critique des contagions, ou bien les temporalités de plus longue durée de l'unification microbienne du monde, selon la fameuse formule d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qu'on la scande par les mutations démographiques, écologiques, économiques qui forment, selon Leroy-Ladurie, le complexe pesteux au XIVe siècle, ou bien, dans une autre généalogie de la globalisation, qu'on la scande par les étapes de l'industrialisation et de la consommation d'énergie fossile, dont procèdent les révolutions des transports et par là de la circulation des pathogènes. Notons particulièrement sur le sujet des épidémies la labilité du temps que l'historien s'efforce de saisir, avec des objets du vivant pris dans le système de l'évolution, les pathogènes, les épidémies, les maladies, les sociétés, en mutation permanente, et dont les interactions produisent eux aussi des effets en mutation. Ces questionnaires actuels, issus de dialogues entre disciplines qui tentent de saisir l'immersion de l'homme, être social, dans la nature, ont d'évidence, eux aussi, une histoire. Cette rencontre entre sciences de la nature et de la société sur les épidémies, sciences qui ont pu coexister, collaborer, se confronter, s'est cristallisée dans l'étude des interactions entre l'homme, son milieu naturel et son milieu social. Une histoire qui fait de l'homme le produit d'une écologie naturelle et sociale, et qui s'est déclinée de manière différente selon les régimes de savoir caractéristiques de chaque événement épidémique,
comme une mise à l'épreuve historique. Je voudrais maintenant m'arrêter sur 3 moments saisis des années 1820 aux années 1940 environ, autour de 3 configurations épidémiques, celle du choléra, de la fièvre typhoïde et de la grippe, des épidémies de l'ère moderne, celle de la révolution des transports, celle des sciences expérimentales et des savoirs de la statistique, caractérisées par des régimes de savoir spécifiques concernant la cause et la circulation des maladies, et qui me semblent pouvoir éclairer cette construction hybride de ce que certains désignent alors, au début du XXe siècle en particulier, comme une écologie de l'homme. Alors, le premier moment nous emmène dans le premier tiers du XIXe siècle, lors de l'incursion de nouvelles maladies épidémiques en Europe et aux États-Unis, fièvre jaune et choléra, quittant leur zone d'endémicité, les Caraïbes et l'Amérique latine pour la fièvre jaune, le golfe du Bengale pour le choléra, tandis que croissent les flux commerciaux et l'expansion impériale des États-Unis et des puissances européennes. Le passage du statut d'endémie locale, ancré dans des territoires coloniaux, à celui d'épidémie nord-américaine et européenne, fait de l'interrogation sur les causes des épidémies un enjeu du débat scientifique qui n'est pas cantonné aux seules sphères médicales, mais qui mobilise d'autres ressources savantes, qui saisissent particulièrement les épidémies comme des réalités spatiales, ce que l'historien Michael Osborne a pu appeler l'impératif géographique de la médecine du XIXe siècle. En témoigne le genre des topographies médicales, un volumineux massif des écrits médicaux des 2 premiers tiers du XIXe siècle, ces études locales, descriptives, qui portent sur une commune rurale, une ville ou un territoire colonial, sont consacrées aux influences telluriques et cosmiques qui s'exercent sur une région particulièrement décrite sous l'angle du climat, des maladies endémiques, des modes de vie et de l'habitat, avec un accent mis sur la qualité des eaux et de l'air. L'étude des phénomènes locaux y met en valeur un caractère épidémique lié à un génie des lieux, un genius loci. La constitution des savoirs médico-géographiques sur les épidémies passe par plusieurs vecteurs. D'abord, la collecte de données, qui repose sur la mise en place de réseaux internationaux de correspondance et d'information ancrés dans des territoires et suscités par différentes instances politiques et savantes. Ce sont les gouvernements des pays touchés par les épidémies qui tissent ces réseaux entre Europe, Amérique et Asie. Ressortissants, consuls, militaires en garnison dans les ports, renseignements policiers, comme l'a bien montré Paul-Arthur Tortosa dans sa thèse où il étudie l'arrivée de la fièvre jaune à Livourne en 1804. Ce sont des commissions d'enquête médicale qui sont dépêchées sur le terrain, comme lors de l'expédition de Saint-Domingue, décimée par la fièvre jaune, expédition militaire. Ce sont leurs experts, ainsi lors des atteintes du choléra en Russie et en Pologne en 1831, des Français, tels Alexandre Moreau de Jonès, rapporteur au Conseil supérieur de santé sur l'irruption du choléra à Astrakhan, ou bien Alexandre Brière de Boismont, sollicité par les autorités de Pologne et que l'Académie de médecine envoie à Varsovie en mars 1831 à la tête de la commission médicale française. Ces réseaux d'information conjuguent le formel et l'informel et nourrissent les controverses. La cartographie constitue un deuxième laboratoire d'expérimentation de savoirs spatiaux des épidémies. Dans les cartes des épidémies, les données ponctuelles et disparates issues des cas individuels se transforment en agrégats d'informations démographiques, médicales, géographiques et sociales. Dans ce genre, c'est la cartographie d'une épidémie de fièvre jaune à New York, donc, réalisée par Valentine Seaman en 1798, qui est considérée comme la carte inaugurale
la carte médicale inaugurale, et donc une expérimentation originale qui localise les cas de fièvre jaune et qui met en relation avec les effluves des déchets liés, donc des déchets odorants liés à l'hypothèse miasmatique. Avec la cartographie médicale, rendre compte de la topographie ne suffit plus à la connaissance. La carte subordonne la localisation au caractère du lieu, mise en relation avec l'extension d'une maladie. Pour le choléra, l'enjeu de l'enquête devient la caractérisation de son identité nosologique, la cause de la maladie. Les cartes du choléra, publiées par exemple dans The Lancet dès 1831, affirment ainsi que le choléra est une maladie unique qui varie selon les lieux. Une maladie à la fois naturelle, issue d'effluves miasmatiques provenant de lieux putrides, mais aussi une maladie non naturelle, propagée le long des routes, des voyages et du commerce. Les controverses. Alors, je précise que cette carte que vous voyez à l'écran, on ne voit pas très bien parce que la représentation est trop petite, mais on voit que les auteurs de la carte du Lancet ont indiqué avoir retracé cette épidémie à partir de 700 rapports qui leur avaient été communiqués, 700 rapports d'irruption de cas donc cholériques, et donc montrent par ces cartes qu'elles ont touché 2000 villes. Chacune de ces irruptions est représentée sur la carte sous la forme d'un cercle avec un point à l'intérieur qui montre les impacts de la pandémie. Les controverses sur les modes de transmission du choléra sont bien connues, opposant les tenants de l'épidémie comme infection, issue de l'environnement, des météores, du sol, à ceux de l'épidémie comme contagion, à transmission interhumaine. C'est une controverse d'importance pour la lutte anti-épidémique, comme le souligne Moreau de Jonès. La connaissance en importe, je le cite, à la fois aux sciences, au gouvernement et à l'humanité. Pour les tenants de la contagion, il faut restreindre la circulation des personnes par les cordons sanitaires et les quarantaines. Pour les tenants de l'infection par le milieu, qui sont dominants sur la scène savante de l'époque, il convient de rendre les milieux salubres, d'agir sur l'air et l'eau, et surtout de ne pas entraver le commerce. Dans ce débat, les cartes sont mobilisées. C'est par exemple la carte de Moreau de Jonès, qui lui est un tenant de la contagion, qui est publiée en 1831 et qui s'intitule « Esquisse itinéraire des progrès du choléra morbus pestilentiel en Asie et en Europe de 1817 à 1830 », qui met donc en valeur un itinéraire, la progression dans l'espace, avec une ligne, cette ligne itinéraire qui relie, qu'on discerne mal sur cette carte, sur cette représentation, mais qui est bien là, et qui relie les villes atteintes et qui met en valeur la dynamique temporelle du trajet de l'épidémie. Cette dynamique temporelle, chez Moreau de Jonès, elle est restituée avec une table chronologique des irruptions du choléra. Il y a 14 pages sur 2 colonnes qui montrent, donc, chaque colonne est datée. Là, on voit 1817, 1818, et on voit donc cet itinéraire topographique de la pandémie. C'est aussi la carte de Brière de Boismont, qui, lui, est un tenant de l'infection, qui s'intitule « Itinéraire du choléra morbus en Pologne en 1831 », qui entend établir que, je le cite, « la maladie n'est pas d'abord contagieuse, qu'elle le devient sous l'empire de certaines influences connues, et que cette funeste propriété peut cesser par l'éloignement de ces mêmes causes. » Sur la carte de Brière de Boismont, on voit, ou on devine, donc un centre qui est Varsovie, donc c'est la pandémie en Pologne, Varsovie, et puis une irradiation à partir de Varsovie, donc dans toutes les directions comme un ensemble de rayons.
Les médecins géographes, cartographes intègrent différentes données dans leurs cartes. L'origine de la maladie, les sources et les modes de transmission, les types de symptômes, le lieu et le temps, un temps figé par l'enregistrement cartographique. Les cartes matérialisent la perception d'une expérience commune dans différentes régions du monde et elles font, entre guillemets, les maladies, au sens où elles mettent en valeur la même réalité nosologique, le choléra morbus, ici, parmi une quinzaine d'espèces de choléra recensées au début du XIXe siècle. Et en même temps, les maladies font des cartes épidémiologiques, des artefacts politiques et culturels, qui sont des leviers pour l'action publique. Les enquêtes sociales fondées sur la statistique constituent un troisième lieu de production des savoirs spatiaux sur les épidémies. Je ne fais qu'en remémorer quelques-uns parce que je crois que c'est quelque chose qui est bien connu. Ce sont par exemple les statistiques de mortalité du médecin anglais William Farr, analyste des causes de décès au sein du General Register Office, statistiques dont il fait un instrument au service de la réforme sociale, donc en Angleterre. Ce sont les enquêtes sociales bien connues aussi de René Villermé, qui est à la recherche pour le choléra, je le cite, des causes qui paraissent avoir favorisé le développement de la maladie dans un grand nombre de dans un grand nombre de maisons, à partir de son enquête dans les maisons garnies par arrondissement de Paris du 29 mars au 1er août 1832. Donc on a le texte de Villermé et puis son report minutieux des cas, donc cas par cas, avec des cas de maladie et des cas de mortalité du choléra, donc par arrondissement, où il met en valeur le caractère différentiel de l'habitat et des beaux quartiers ou des quartiers pauvres, donc dans la dissémination épidémique et dans la virulence, dans le caractère plus ou moins sévère de l'épidémie. Ainsi, la géographie et les savoirs sociaux ont été susceptibles de complexifier la seule grille de lecture naturaliste des épidémies. L'histoire qui en a été faite est toutefois susceptible d'avoir produit ses propres mythes et représentations simplificatrices. Pour le choléra, on a voulu voir une opposition entre des savoirs sociaux qui défendaient, a posteriori, à raison, l'hypothèse de la contagion, face aux savoirs médicaux des élites académiques qui en tenaient, a posteriori, à tort, pour l'infection. Mais cette opposition binaire réduit la complexité des situations et des agencements de savoir. La plupart des experts admettaient la probabilité que, je cite, des conditions prédisposantes, dont la nature était inconnue, affectent des individus, devenus eux-mêmes des foyers, transportés des régions touchées vers les villes où la maladie serait favorisée par l'air vicié et stagnant des conditions de vie urbaines. Brière de Boismont, sur une base théorique contradictoire, arrivait finalement aux mêmes conclusions que Moreau de Jaunès en termes d'action publique. Je le cite, « Le choléra ayant été importé par des hommes dans l'immense majorité des lieux où il s'est manifesté, il paraît naturel de conclure que l'isolement et la séquestration des individus contaminés ou suspects est la première mesure que l'on doit adopter. » On le voit, l'opposition entre infection et contagion n'était finalement pas si simple. Ainsi, deux éléments me semblent à souligner du point de vue de la rencontre entre sciences de la nature et sciences dites sociales. Je mets des guillemets à cette formule qui est rétrospective. Donc deux éléments que fonde ce tournant spatial de l'histoire naturelle mis en valeur par les savoirs sur les épidémies du 1er XIXe siècle. Ceci relève d'une diversité de disciplines universitaires et de communautés professionnelles et même de profanes qui n'est pas bornée par les cadres académiques.
La géographie médicale elle-même, soulignait donc l'historien Mirko Grmek, est ce qu'il appelait une science de conjonction qui relève à la fois de la médecine et de la géographie et d'autres disciplines encore. Ce lien entre le regard médical porté sur l'homme comme objet de nature et la géographie comprise ici comme science de la terre habitée relève de la longue durée du paradigme naturaliste dont il a déjà été question dans ces conférences. Deuxièmement, en se concentrant sur les facteurs géographiques et sociaux qui favorisent la maladie, l'approche spatiale s'avérait écologique dans sa tentative de décrire les environnements multifactoriels qui favorisent les épidémies. La maladie était dans l'air, comme le pensait Seaman pour la fièvre jaune à New York. Elle était dans les quartiers pauvres, comme le soutenait Villermé, ou encore dans l'eau potable, source du choléra selon John Snow, que je n'ai pas cité ici, mais qui est un peu l'archétype avec sa carte du quartier de Soho à Londres, donc de l'épidémie de choléra du début des années 50. Qu'advient-il de cette configuration quand elle est confrontée à la théorie des germes, qui réorganise structurellement la compréhension des épidémies? Alors, je propose de nous déplacer donc vers un autre terrain épidémique, celui des villes et campagnes européennes ou américaines des années 1880-1920 environ, tournant du 19e, 20e siècle, théâtre de l'endémicité de la fièvre typhoïde, ponctuée de bouffées épidémiques très meurtrières. Vers un autre régime de savoir, non plus l'étiologie miasmatique des maladies infectieuses fondées sur l'environnement, mais donc la théorie des germes, selon laquelle un micro-organisme spécifique cause une maladie spécifique, un idéal type théorisé par Robert Koch. Ainsi, le bacille de la typhoïde a été identifié par Ebert en 1880, qui rend compte de la cause bactérienne de cette maladie intestinale transmise par des aliments et des eaux, des boissons, contaminés par le bacille. Le diagnostic, qui était au cœur du savoir intransmissible du clinicien, fondé sur l'expérience, est désormais objectivable au laboratoire, dont la science, la bactériologie, devient la nouvelle ordonnatrice de la santé publique, en mettant l'accent sur la prophylaxie hygiénique ou vaccinale pour faire barrière aux maladies identifiées désormais comme des maladies évitables. Et déplaçons-nous vers un autre moment, donc plutôt la première décennie du XXe siècle, quand est mise en valeur la notion de porteur de germes. Dans notre réflexion sur la confrontation ou l'entrelacement entre sciences de la nature et savoir de la société, la fièvre typhoïde apparaît comme un cas d'école. Si l'on se retourne vers la deuxième moitié du XIXe siècle, la typhoïde a été saisie par la géographie médicale, enquêtant sur les lieux des épidémies pour déterminer les variables climatiques, les déterminismes liés au sol et aux eaux, les corrélations sociales. L'analyse spatiale est alors la plus fine possible, identifiant des quartiers ou même des maisons appelées des nids à typhoïde. Elle s'appuie sur les savoirs des hygiénistes, des géographes, des médecins sociaux, des édiles, qui entendent décrypter les conditions de la localité pour y fonder des politiques sanitaires. Et on a des quantités de cartes de ce type et de résultats d'enquête qui sont faits lieu par lieu, commune par commune, maison par maison, pour identifier les cas que vous voyez ici représentés par des points noirs dans une petite commune française et qui sont mis en général en relation avec le système hydrographique. Avec la théorie des germes à la fin du XIXe siècle, la réduction causale de la maladie infectieuse aux microbes était bien sûr de nature à diminuer le rôle conféré à l'environnement et, partant, aux mesures d'assainissement, au profit d'une chasse aux microbes
qui n'était plus la chasse au miasme de la première représentation, qui permettrait d'identifier, isoler, traiter les malades symptomatiques. Cependant, le déploiement médical de la théorie des germes, la routinisation des pratiques, laissait beaucoup de phénomènes caractérisant l'état pathologique et l'état de santé non expliqués. Ainsi, notamment, d'une énigme pour la bactériologie, pourquoi des micro-organismes pathogènes sont-ils souvent non pathogènes? C'est aussi une des questions, si vous vous en souvenez, que posait Svante Pääbo dans sa conférence. Pourquoi, en étant exposés au virus du Covid, je le cite, certains n'ont pas ou très peu de symptômes, mais d'autres tombent très malades et certains en meurent. Et aussi, une autre énigme pour l'épidémiologie, d'où vient la contagion quand elle surgit alors que personne n'est malade à proximité? Dans la première décennie du XXe siècle, une innovation conceptuelle, le porteur de germes, apporte des réponses à cette question. Cette formule, c'est la formule de l'époque, porteur de germes, désigne les individus sains, en santé, capables de propager une maladie dont ils ne présentent pas de symptômes. On avait connu des malades infectés, mais en santé, mais pas des malades qui diffusent leurs germes à l'extérieur. C'est Robert Koch qui en fournit la description princeps à partir du cas d'une femme, maître boulangère à Strasbourg, dans l'Empire allemand. L'enquête des autorités sanitaires du gouvernement impérial d'Alsace-Lorraine met en valeur la contamination dont elle est le vecteur pendant des années auprès des apprentis qu'elle logeait et nourrissait et rendait malades. C'est la première fois qu'un individu sain est identifié donc comme une source d'infection. Ce cas est réputé avoir inauguré le début d'une nouvelle ère épidémiologique. On pourrait la placer sous les auspices du docteur Knock. Pour ceux que notre première conférence aurait laissé froid, j'en tiens une autre, dont le titre n'a l'air de rien, « Les porteurs de germes ». Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cases observées, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose, un excellent appétit, et receler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la dernière virulence capables d'infecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Koch, et non pas Knock, Koch recommande d'aller directement, je le cite, à la source, je le cite en le traduisant, à la source de la typhoïde dans le corps, c'est-à-dire, le corps c'est ORPS, c'est-à-dire que l'on cherche et que l'on rende inoffensive toute personne qui recèle des bacilles typhiques dans son organisme jusqu'à ce qu'elle ne constitue plus de danger pour les autres. Le centre de l'intervention, dit-il, doit être le corps humain plutôt que l'environnement. Ce projet scientifique procède de l'affirmation du modèle dominant de la bactériologie sur les autres modes d'intervention de santé publique. Robert Koch entend fonder une médecine préventive sur des stratégies offensives, je le cite encore, contre les suspects, qui impliquent selon lui une méthode d'examen de masse et, je cite encore, des mesures de police très invasives. Cette vision militarisée de l'imaginaire de la maladie diffère de celle des années choléra. Désormais, l'ennemi est toujours déjà là, à l'intérieur du corps, comme il l'est à l'intérieur des frontières. Il apparaît comme le cheval de Troie des maladies infectieuses. Le contrôle des microbes signifie contrôle des populations, malades ou en santé. Sur le plan épidémiologique,
le porteur de germe apparaît comme l'élément manquant de la compréhension de la spontanéité épidémique. Encore une histoire de chaînon manquant, chère Sylvia. Pour Charles Dopter, en effet, pastorien, médecin militaire, mais les médecins du Val-de-Grâce ont été des grands pastoriens, les porteurs de germes doivent être considérés comme, je le cite, les anneaux d'une chaîne ininterrompue qui relie dans une agglomération et même d'une localité à l'autre les cas qui paraissent les plus indépendants les uns des autres. Mais l'administration de la preuve que le porteur constitue un danger pour autrui et de la relation de cause à effet manque le plus souvent. La bactériologie, confrontée à l'invisibilité des signes cliniques, est mise en défaut. Comment identifier les anneaux invisibles de la chaîne ininterrompue de l'infection? En faisant appel à des savoirs sociaux. Des enquêtes sont menées pour identifier les groupes à risque. C'est en particulier un péril féminin, car les épidémiologistes montrent la prédominance des porteuses de germes. C'est aussi un péril socialement déterminé. Personnel domestique et itinérant qui contaminent les familles où elles ont travaillé. C'est le cas emblématique de Mary Mellon aux États-Unis. Domestiques de ferme qui sont souvent employés à la laiterie. Logeuses dont la maison devient un nouveau type de nid à typhoïde, non plus à cause de la maison elle-même, mais de la personne qui y habite. La notion pose à nouveau frais la question de l'intervention sanitaire, puisque le porteur, ou plutôt la porteuse, est elle-même à la fois, selon la vieille formule, la graine et le terrain, la cause soumise à l'investigation scientifique, les germes, donc la graine, et le corps humain, qui constitue ensemble le terrain, tout à la fois environnemental et social. Le porteur de germes est à la fois naturalisé et socialisé. Des modèles d'intervention deviennent des cas d'école. J'en cite deux, qui sont le deuxième particulièrement est très connu. Et là, je m'appuie notamment sur les travaux d'Andrew Mendelsohn et de Judith Leavitt. Donc, premier cas, le Typhus-Bekämpfung de Koch, donc la lutte contre la typhoïde. Typhus et typhoïde, c'est le même mot en allemand. C'est une expérimentation de santé publique menée dans un cadre militaire de lutte contre la typhoïde sur la frontière occidentale de l'Empire allemand, dont l'Alsace, où les troupes stationnent avant la Première Guerre mondiale. C'est la première entreprise de cette échelle. Elle réunit 85 bactériologistes, 11 laboratoires pendant 10 ans, donc avant la guerre. C'est la première entreprise donc, de cette échelle en moyens mis en œuvre, en finances, en laboratoires mobiles, qu'on appelle des colonnes volantes, comme en volume de publications scientifiques qui vont unifier un corpus de connaissances. Pour traquer les bacilles, les médecins enquêteurs n'usent pas seulement de la bactériologie, mais ils ont accès aux listes scolaires, professionnelles, aux registres d'état civil, aux rapports faits par les nourrices, aux désinfecteurs, et sont autorisés à questionner les membres des familles et les voisins. Des rapports hebdomadaires sur tous les cas avérés et suspects sont envoyés à l'armée et au pouvoir public du Reich. Les personnes saines ne sont pas testées au hasard, mais au terme d'une minutieuse investigation autour des cas déclarés et de leur entourage. L'ensemble des relations des individus infectés est cartographié. Toute personne convaincue du portage du bacille est traitée aussitôt que possible comme malade, c'est-à-dire désinfection, surveillance et isolement. Je rappelle qu'il s'agit de personnes en santé. Il s'agit d'un quadrillage de police sanitaire autoritaire qui s'appuie sur un réseau d'enquête au plus près du terrain social. Alternative au quadrillage systématique, c'est le deuxième cas, l'intervention centrée sur l'individu
dont le cas singulier donc, de Mary Mellon, devenue la légendaire Typhoid Mary, à New York, à partir de 1907. Alors, je ne raconte pas cette histoire qui a fait couler... elle est devenue légendaire, et elle a bien existé, mais elle a suscité des monceaux de volumes, d'articles de presse, mais aussi d'études, hein, puisque son histoire de porteuse de germes de la typhoïde dure depuis 1907, rebondit en 1915 et dure jusqu'à la fin de sa vie, hein, où elle est gardée en surveillance. Donc la méthode américaine va être donc de se centrer sur l'individu qui est mis au centre du dispositif. Pour autant, est-ce que le social en est absent? Donc, il me semble que la réponse est non, dans une double acception du social, car toute la question est, depuis le début de cet exposé, qu'est-ce que l'on met derrière le terme social? Des savoirs sociaux, qui sont au fondement de l'enquête, comme celle du traçage donc, de cette Mary Mellon, immigrée irlandaise, donc, qui est menée pendant une dizaine d'années par l'ingénieur civil George Soper, qui viendra ensuite un dignitaire de la santé publique américaine. Et puis, des conditions sociales qui sont finalement admises pour figurer avec les micro-organismes dans la production de la maladie. En particulier, pour Typhoid Mary, c'est son métier de cuisinière hein, qui fait ici figure de conditions sociales premières. L'ensemble étant à l'origine d'interventions politiques qui incorporent des facteurs sociaux. Le paradigme de la menace, qui est incarné par des suspects, qui sont suspects construits par la bactériologie. Je vous rappelle que ces suspects sont simplement que l'on ait identifié dans leur corps la présence du bacille. Donc ce paradigme de la menace s'accompagne de l'affirmation que le danger peut être neutralisé par de bons comportements hygiéniques, par l'éducation à la santé et par la responsabilisation des sujets, donc avec une politique qui prône la réhabilitation sociale des porteurs de germes, par exemple leur reconversion professionnelle ou la prise en charge financière des torts qu'on leur cause en leur faisant quitter leur métier. Donc la puissance de l'emprise de la compréhension bactériologique de la maladie a fait du porteur de germes, au corps infecté mais sain, un véhicule pour les bactéries dangereuses et non pas, comme cela aurait pu être aussi le cas, comme une expérience de bonne santé malgré les bactéries. Je vois Élise de Meulener qui est ici et je renvoie aussi à son travail qui a rebondi ces dernières années de manière nouvelle dans une toute autre grille de lecture. Cette interprétation très durable, le porteur de germes comme suspect de porteur de bactéries dangereux pour les autres, signale les bifurcations auxquelles la santé publique était confrontée entre point de vue scientifique et social. Mais le laboratoire ne fournit que quelques réponses aux responsables de la santé publique. Les praticiens de la bactériologie du début du XXe siècle ne pouvaient pas plus isoler la maladie de son contexte environnemental et social que ne le pouvaient leurs prédécesseurs, hygiénistes, dont la grille de lecture, finalement, était fondée sur la saleté. La maladie était liée à la saleté. Et finalement, là, j'ai manqué cette diapositive, donc, qui est le travail de George Soper, qui fait le traçage de Typhoid Mary, et puis celle-ci qui représente la maladie des mains sales. La typhoïde reste, en 1923, dans les représentations, elle reste finalement, comme on l'appelait au XIXe siècle, la maladie des mains sales, la maladie du manque de soins, du lait ou de l'eau polluée, de la saleté, des mouches, comme dans un cadre de lecture qui était celui
donc environnementale des décennies qui précèdent. Alors, j'arrive à notre dernière étape qui nous fait déplacer vers un autre terrain. Donc, dernière étape, celui des épidémies grippales qui prennent à partir de 1889 et de la grippe, la pandémie dite russe, le cours pandémique qu'elles auront au XXe siècle. On se déplace là aussi vers un autre régime de savoir. Quand la bactériologie est impuissante à donner les moyens d'action pour lutter contre la grippe, faute d'avoir identifié l'agent pathogène, un virus qui ne sera mis en valeur que dans les années 1930, et donc qui ne pouvait apporter de solution à la grippe de 1918. Et un moment où la compréhension écologique des épidémies va proposer de nouvelles lectures de l'histoire naturelle et sociale de la maladie. Et donc ce moment, chronologiquement, c'est celui des lendemains de la grippe espagnole, alors que l'échec patent à maîtriser la pandémie, on sait le bilan extrêmement meurtrier qu'elle a causé, donc cet échec a montré à l'échelle globale l'aporie de la prophylaxie anti-infectieuse. Plusieurs traits distinctifs de ce nouveau régime de savoir applicable à la compréhension des épidémies peuvent être mis en valeur, qu'ont étudié des historiens des sciences, comme par exemple Warwick Anderson à Sydney, qui travaille sur les mondes impériaux d'Asie du Sud-Est et du Pacifique, et Andrew Mandelson encore, qui travaille à Londres sur l'Europe. Le premier trait, c'est le développement d'une interprétation à dominante écologique de la grippe de 1918. La gravité de la pandémie soulève à nouveau frais l'interrogation qui fait de la grippe, depuis longtemps, une énigme épidémiologique. Pourquoi une pathologie saisonnière banale a-t-elle le pouvoir, dans certaines circonstances, de se transformer en un fléau ravageur? Comment comprendre son extrême diffusibilité et le synchronisme étonnant des atteintes grippales dans des territoires très éloignés les uns des autres? Les hygiénistes constataient que la seconde vague, celle d'automne 1918, la plus létale, je cite, s'est engendrée à l'intérieur en rayonnant de foyers autogènes. Avait-elle à voir avec l'existence de porteurs sains? Et comment expliquer que pendant une épidémie sévère, tout le monde ne tombe pas malade? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi l'interrogation de Svante Pääbo sur le Covid. Les réponses puisaient dans le registre des circonstances favorisantes, mettant en jeu non seulement l'agent causal, même si on ne connaissait pas le virus, on savait qu'il y avait un agent microbe, virus, pathogène, donc mettant en jeu non pas tant l'agent que le milieu et établissant des corrélations entre les variables liées à l'environnement local et le déclenchement d'épidémies situées. L'isolement des suspects était inopérant pendant la grippe pour une maladie qui, comme le dit le responsable de la commission sanitaire interalliée pendant la guerre, une maladie qui saute par-dessus toutes les barrières. Et l'intervention prophylactique en appelait à une action sur les causes favorisantes, à la manière de la tuberculose, apparentant la grippe à un, je cite, fléau social, selon la formule qu'employèrent les hygiénistes du Val-de-Grâce pour la caractériser. On était donc renvoyé aux fléaux sociaux du XIXe siècle, comme la tuberculose. Au lendemain de la pandémie, des controverses sur la nature de l'agent pathogène mettent en question le modèle de compréhension bactériologique de la grippe. La monocausalité du germe, comme explication dominante, cède la place à une multicausalité qui met en valeur la complexité plutôt que le réductionnisme, où les facteurs environnementaux se combinent à la contagion.
La maladie apparaît comme le résultat d'un ensemble d'interactions et de processus biologiques qui font intervenir l'agent, le germe, l'hôte, l'homme, mais aussi le vecteur, insecte par exemple, pour d'autres maladies, et l'environnement, et une combinaison qui intègre également le social. Les conditions de l'épidémie de 1918 font émerger des interprétations à dominante écologique ou environnementale de la grippe et ensuite d'autres maladies infectieuses. Au-delà du cas de la grippe, cette configuration écologique trouve sur le terrain colonial et dans les environnements tropicaux, particulièrement en Afrique, un laboratoire expérimental privilégié. Je renvoie là aux travaux de Guillaume Lachenal ou à ceux de Hélène Tilly, cette dernière montrant comment les tentatives pour contrôler la trypanosomiase, donc la maladie du sommeil, en Afrique coloniale britannique, ont contribué à une nouvelle compréhension de l'écologie de la maladie. Celle-ci se fondait sur le principe que les maladies à transmission vectorielle dans les environnements tropicaux, donc les vecteurs, en particulier le moustique pour le paludisme, donc étaient des phénomènes hautement complexes, ces maladies, dynamiques et interdépendants, faisant intervenir animaux, humains, plantes, parasites. Ces savoirs se sont développés dans des contextes transnationaux, entre colonies et métropoles, environnements tropicaux et tempérés, et dans des contextes interdisciplinaires, convoquant médecine tropicale, botanique, entomologie, pathologie vétérinaire, météorologie, agronomie, démographie, sciences de la population, mais aussi statistiques, sciences sociales. Les récits de ces histoires sont unifiés par un ensemble de conditions dont l'épidémie et la domination coloniale sont au centre, domination coloniale qui suscite la crainte que la trypanosomiase ne fasse obstacle au développement européen de l'Afrique. Comme Hélène Tilly le souligne, les questions relatives à l'endémicité, à l'organisation sociale, aux densités de population, tant des vecteurs insectes que des humains, aux modifications de l'habitat et aux susceptibilités individuelles ont été de plus en plus intégrées dans un cadre analytique unique. Ce qui ne signifie cependant pas que les interventions sanitaires elles-mêmes reflétaient ce même niveau d'intégration. La pandémie grippale avait mis en valeur un changement d'échelle global de l'extension épidémique. Les études sur le terrain colonial envisageaient l'histoire naturelle des maladies infectieuses ou parasitaires comme le résultat de processus dynamiques dans un écosystème mondial. La planète, dans cette acception écologique, devenait le site d'émergence des maladies infectieuses, dont les savoirs ne pouvaient se concevoir qu'à l'échelle d'une communauté internationale. Quel point de vue apportaient les sciences humaines et sociales dans ces reconfigurations? Là encore, c'est du côté de la géographie que sont venues les propositions les plus fortes. Une géographie médicale non plus faite par les médecins, comme au XIXe siècle, mais par des géographes, se réappropriant le thème de la solidarité de la terre et de l'homme, d'une géographie de l'homme à une géographie humaine, d'inspiration vidalienne en France, de l'école de Vidal de la Blache, avec pour représentants Max Sor ou Emmanuel de Martonne, ou même Lucien Febvre, dans son ouvrage « La Terre et l'évolution humaine, introduction géographique à l'histoire » de 1922. Mais c'est sur Max Sor que je m'arrête un instant pour terminer. Max Sor, donc Maximilien Sor, auquel Dylan Simon a récemment consacré une thèse, pousse le plus loin l'hybridation entre sciences de la nature et sciences de l'homme dans son ouvrage qui s'intitule « Les fondements biologiques de la géographie humaine, essai d'une écologie de l'homme », publié en 1989.
1943. Donc c'est le premier tome, Fondement biologique, c'est le soubassement de l'ensemble géographique qui va en découler. Mais c'est dès la fin des années 20, sans attendre 1943, qu'en dialogue avec les travaux des biologistes pastoriens sur les maladies infectieuses en contexte colonial, qu'il forge la notion de complexe pathogène pour désigner l'ensemble des interactions dont j'ai déjà parlé, qui concourent à la production d'une maladie, germes pathogènes, vecteurs, hommes et animaux hôtes, conditions environnementales, conditions sociales, telles que genre de vie, pratiques vestimentaires, habitudes alimentaires, etc. L'homme s'inscrit dans un continuum du vivant, formant une totalité indivisible dans laquelle l'humain et le naturel sont indissociables et dépendants des conditions du milieu, tandis que le vecteur, l'insecte vecteur, est placé au centre des interactions. Max Sor convie les climatologistes, les biologistes et les médecins à contribuer à son programme d'écologie de l'homme, qui serait un programme qui serait piloté néanmoins par la géographie. Comme il l'exprime dans son introduction au fondement biologique de la géographie humaine, c'est la citation que vous voyez là, notre tâche présente est assez vaste, suivre entre l'homme et le milieu naturel ce jeu passionnant d'actions et de réactions, de luttes et d'alliances, régi par les lois de la biologie, réglé par les lois des probabilités, c'est peut-être tout un. Voilà l'objet que nous assignons à l'écologie de l'homme. En constituant cette discipline, nous décrirons les conditions de la conquête et de la conservation de la terre par l'homme, de la formation de l'œcumène, tout aboutit à la géographie. On aurait sans doute un autre point de vue disciplinaire avec un autre acteur. Intégrant les maladies dans l'explication de l'œcumène, donc la terre habitée, Max Sor fait de la circulation épidémique un élément clé qu'il met à l'épreuve des jeux d'échelle de la mondialisation. Donc il y a de nombreuses cartes dans son volume. Ici, la carte de la Méditerranée sanitaire, la Méditerranée ayant été vraiment le centre, le foyer des études des hygiénistes depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, avec le fantasme également de la contagion par le pèlerinage de la Mecque. J'en viens à un mot conclusif. Ces trois arrêts sur image ont tenté de discuter des frontières poreuses, des disciplines mobilisées pour objectiver les épidémies et agir sur leur cours. Ils mettent en évidence, à l'époque considérée, des bifurcations entre aspects sociaux et scientifiques de la santé au cours d'un processus historique qui décline, très schématiquement bien sûr, trois régimes de savoir sur les épidémies. Dans le sillage de la théorie des germes au début du XXe siècle, s'est développé le topos selon lequel les déterminants et influences sur la santé étaient divisés en conditions sociales et environnementales, d'une part, et en causes scientifiquement étudiables, d'autre part, les unes et les autres relevant de savoirs dédiés, fondant des modes d'intervention. Pourtant, ce que j'ai essayé de montrer dans ce petit parcours, auparavant, au XIXe siècle, l'étude des causes et conditions sanitaires par les médecins, géographes, réformateurs sanitaires, en somme ce que l'on appellera facteurs sociaux au XXe siècle, s'appuie sur des savoirs qui s'affirment comme science. La réforme n'était pas une réforme sociale, mais une réforme scientifique, c'est-à-dire, selon leurs acteurs, une réforme rationnelle, conforme aux lois de l'hygiène. Pourtant, on l'a vu, la chasse bactériologique aux porteurs de germes, aussi autoritaire qu'elle soit, s'appuie sur des enquêtes qui mobilisent des savoirs de la société au plus près d'une analyse fine du terrain social. Pourtant, dans le sillage de la grippe espagnole et sur le terrain colonial, la mise en valeur d'associations complexes entre les micro-organismes, leurs hôtes humains, leurs vecteurs et l'environnement, et
les conditions sociales, tissent des relations inextricables entre savoirs naturels et sociaux. Ainsi, les sciences du laboratoire n'expulsent pas le social de la santé publique et de la médecine, mais le façonnent en mobilisant des savoirs toujours hybrides qui explorent une écologie humaine, naturelle et sociale. Des sciences de conjonction, dit Grémec, comme la géographie médicale ou l'épidémiologie, la coexistence de manières de savoir, comme dit John Pickstone, the ways of knowing, qui chacun dans son langage propre donne à comprendre, voire fait l'épidémie, comme la carte du choléra ou le test bactériologique qui diagnostique la typhoïde. Ces savoirs hybrides, dans leur diversité, font d'une quête de scientificité, de l'expertise et des pratiques de terrain qui modèlent les réponses collectives aux épidémies. Je vous remercie pour votre attention. Mais je remercie très chaleureusement Anne pour sa présentation. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle autant de géographie. J'ai été très agréablement surprise. Donc on va avoir une phase de questions, hein, bien sûr, après. Moi, je voulais juste, donc, pour clôturer, vous annoncer la dernière conférence, donc la 6e et dernière conférence qui aura lieu, alors je n'ai pas la date, je ne la vois pas, le 5 juin à 18h au 35 bis rue de Sèvres, hein, dans l'ancien centre Sèvres. Donc c'est une conférence avec Nicolas Daudier, qui est sociologue et directeur de recherche, directeur d'études à l'EHESS. Et sa conférence portera sur sciences sociales, quels échanges avec les autres sciences, les tensions structurantes d'un monde scientificisé. Donc je vous y invite pour clôturer ce cycle, cette série de cycles autour de la conférence, de la 42e conférence Marc Bloch. Donc je laisse la parole à la salle pour des questions pour Anne. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. À partir de ce panorama, est-ce qu'on peut dire vers quoi on va? Enfin, quelle est l'évolution de cette manière de voir les épidémies? Oh là là. Question à ne jamais poser à des historiens, historiennes. Il y aurait, je pense, dans la salle je regardais Lise qui est dans mon champ de mire, plus compétent que moi pour projeter peut-être une histoire, une histoire qui serait à dessiner. Donc, sur quel plan Alors, ce que j'ai essayé de montrer modestement, j'espère, c'est donc le rôle de ces hybridations de savoir à partir finalement de représentations qui me semblent assez communes donc, dans la période envisagée, hein, du début du 19e siècle et le premier 20e siècle, donc, qui s'intéresse à cette écologie de l'homme, qu'on l'appelle comme ça au début du 20e siècle, autrement au 19e, et sous un mode scientifique. Bon, où va-t-on? Je ne sais pas trop, mais ce qui me paraît net, c'est que la pandémie de Covid dont nous avons fait l'expérience, elle fait rejouer évidemment cette histoire, sans doute dans des termes qui pourraient... dont on a fait souvent pour le Covid une espèce de première expérience. Hein. On a eu l'impression que c'était une première expérience. Bon, je ne parle pas des déterminants sociaux de la santé, de la pandémie dont on savait que cette notion avait une longue histoire, hein, mais que donc, Villermé n'avait rien à envier aux enquêtes qui ont été faites pendant le Covid. Mais surtout, disons, ce que j'appellerais une vision plus environnementale. Hein. On a immédiatement donné du Covid des interprétations environnementalistes, c'est-à-dire donc, qui étaient liées
aux transformations, notamment liées à la crise environnementale, déforestation, à des changements liés au milieu, des changements aussi liés à tout ce qui s'est développé autour de la compréhension des maladies émergentes. Je pense que si on doit projeter dans quelque chose, c'est sans doute la notion qui prendrait le devant de la scène, hein, la notion de maladie infectieuse émergente, qui a pris vraiment qui s'est imposée depuis les années 90 et qui correspondait effectivement à des réalités nosologiques différentes. Donc le Covid s'est inscrit aussi dans cette interprétation, mais dans un environnementalisme, une écologisation, disons, de la représentation de la maladie, qui me semble s'inscrire dans un temps long. Enfin, c'est ça que j'ai essayé de montrer. Après, je pense que je serais incompétente pour véritablement pouvoir proposer des prolongements véritablement prospectifs, hein, sur des sciences dont je suis largement, malgré tout, ignorante. Bonjour, et merci beaucoup pour votre magnifique intervention. Et ma question concerne un peu la reconstruction. À partir de la construction que vous avez faite, il me semble évident qu'on ne peut pas parler d'un oubli de l'environnement, d'un oubli de la continuité entre nature et société autour des conditions pathologiques dans l'histoire de la médecine. Et plutôt, on peut parler d'une transformation des conceptions concernant cette continuité entre les conditions sociales et environnementales des pathologies. Et je dis ça parce que, comme vous le savez sans doute, comme vous l'avez dit ailleurs, c'est à partir du tournant global à la médecine dont s'est beaucoup occupé Jean-Paul Godillère. On a beaucoup entendu ces récits, non, comme si ces conditions écologiques des pathologies sont une découverte récente. Et donc, comment, selon vous, malgré cette continuité, il y a quand même des transformations dans ces conceptions autour du tournant global des années 90 et aussi à partir de ces points, parce que Godillère aussi pointe son attention sur le fait que, sur un peu la généalogie coloniale de cette ambition globalisante de la médecine, et quand, comme beaucoup d'études postcoloniales l'ont montré, les savoirs de la santé ont été aussi un enjeu politique majeur dans plusieurs contextes coloniaux. Et donc, bon, simplement que si vous avez des considérations autour de ces questions. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour ces commentaires que je partage entièrement, hein, qui me semblent tout à fait pertinents. Je vous remercie aussi d'avoir cité les travaux de notre collègue Jean-Paul Godillère, hein, qui est notre collègue ici à l'école au CERMES 3, hein, dont les travaux me semblent vraiment très importants. Alors il est vrai que je n'en ai pas parlé ici parce que ça me semble malgré tout... 1 heure, c'est court, donc c'est un autre massif, mais vous avez raison de le souligner. Alors, le point de jonction, c'est effectivement l'environnementalisation, hein, du regard, mais à partir du foyer colonial. Je pense que ces travaux ont l'importance de mettre en valeur... Alors, il n'est pas le seul, il y a eu beaucoup de travaux, hein, sur vraiment... Le domaine, l'histoire impériale du XXe siècle en particulier, du XIXe aussi, mais du XXe en particulier, est véritablement très important, hein, pour non seulement pour la constitution de savoir sur les maladies et pour la constitution de politiques internationales. Et donc c'est cela le travail de Jean-Paul Godillère de ces dernières années, hein. Il a d'ailleurs fait de la publicité pour le petit livre qu'il a publié là, sur la santé internationale, santé globale, où il montre bien justement cette transformation des schèmes
depuis des formes d'intervention coloniale, c'est aussi ce sur quoi a travaillé Guillaume Lachenal, d'intervention de masse, hein, d'une santé interventionniste, autoritaire, qui se développe verticalement, hein, avec des grandes politiques d'éradication, vers une santé internationale qui va s'appuyer sur les grands organismes mondiaux, en particulier l'OMS, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et le passage à une santé globale. Mais alors là, le tournant, il me semble moins axé sur peut-être les enjeux que j'ai essayé de présenter ici, que sur des enjeux économiques d'abord, hein, économiques. La santé globale, c'est un mode capitaliste et de capitalisme financier de la santé, hein, qui se transforme avec l'entrée en jeu des grandes fondations, par exemple, qui régissent aujourd'hui très largement cette santé globale. Donc des enjeux économiques et, comme vous l'avez dit, des enjeux politiques, hein, de politique sanitaire, mais de la pharmacie, du médicament, et des grands enjeux thérapeutiques. Donc vous avez raison de souligner, si on veut faire une histoire de la santé et des épidémies au XXe siècle, ce serait évidemment des facteurs qui seraient très importants de mettre aussi au centre du regard, ce qui n'était pas mon biais, hein, mon enjeu, mais c'est tout à fait capital. D'accord. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Ok. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Anne, c'était vraiment passionnant, même si j'étais un peu déçu parce que je pensais que c'était Chakrabarty qui avait inventé la réconciliation entre humanité environnementale et histoire, donc ça m'a fait perdre une idole. Mais en tout cas, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et ma question, elle portait en fait, parce que j'ai trouvé fascinant la dialectique que vous avez décrite entre naturel, culturel, et puis sciences de l'environnement, histoire et sciences du social, ou plutôt sciences biologiques, histoire et sciences du social. Et donc, il y avait beaucoup cette question qui revenait du naturel et du culturel, et du naturaliste, entre guillemets, et du culturel. Et je voulais vous interroger sur un autre sens du naturalisme, plutôt au sens de Descola, et savoir un peu comment est-ce que les savoirs non naturalistes dans cette histoire rentraient en ligne de compte ou pas, et c'est-à-dire non seulement les savoirs non naturalistes sur les épidémies des peuples, entre guillemets, non occidentaux, mais aussi des occidentaux, notamment à travers la question des perceptions peut-être religieuses ou morales de la maladie. Parce que je trouve que la question des épidémies est vraiment, et de la maladie plus largement, est vraiment une porte d'entrée par laquelle beaucoup de choses en anthropologie se passent aujourd'hui, et pas seulement à travers la juste anthropologie, mais aussi dans la collaboration avec le cinéma et différents films, hein, comme La Fièvre, le Cemetery of Splendor, etc., qui mettent en scène ces rapports, ces perceptions conflictuelles de la maladie entre cosmologie occidentale et non occidentale. Et donc, est-ce que c'est une porte d'entrée qui fait sens pour essayer de retracer aussi cette histoire parallèle, au sein de l'histoire que vous avez présentée, est-ce qu'il y a aussi cette question parallèle des perceptions non naturalistes de la maladie, mais plus dans ce sens que je viens d'évoquer? Voilà, merci. Alors, c'est une question difficile. Alors, déjà, j'ai pas beaucoup employé le terme culturel. Donc, c'était plutôt naturel, social. En ayant conscience, je l'ai dit à un moment, que de quoi le social est-il le nom, hein, de choses extrêmement diverses quand on l'emploie comme je l'ai fait, hein, et donc avec beaucoup de besoin d'historicité de termes et de précision sur ces enjeux cognitifs, politiques, etc., etc. Surtout qu'il y a aussi une revendication, hein, du social, comme le montre bien, par exemple, Andrew Mandelson dans ses travaux autour de Typhoid Mary. Est-ce que, lui, il dit, c'est une politique qui est qui est faite en sa direction, qui est humaine,
par les autorités américaines, humanitaires, mais pas sociales. Et donc, je pense qu'il y a là vraiment toute une discussion qui devrait être menée autour de sciences sociales et de quel social. Pour en revenir à votre question, oui, bien sûr. Alors, il y a, et là encore, je plaiderai un peu mes limites et mes limites de compétences, mais il est sûr que dans les études qui ont renouvelé l'approche des épidémies, c'est depuis 20 ans, c'est sans doute beaucoup plus l'anthropologie que l'histoire. L'histoire, elle est quand même un peu ancienne. Elle est ancienne. Il y a eu à un moment, dans les sillages de la démographie historique, il y a eu un peu un boom des études sur la peste, le choléra et tous des cortèges épidémiques dans les années 80, 70, 80, voire 90. Mais alors le domaine impérial a relancé un peu et a permis de redessiner et de re-questionner différemment. Et je vois ici ma chère collègue Claire Fredge, dont les travaux font référence véritablement sur l'histoire coloniale. Alors, pas forcément des épidémies, ne sont pas forcément son premier sujet, mais disons de la santé et de la maladie. Donc il y a un vrai renouvellement. Mais sinon, donc en dehors de ces travaux qui sont, il me semble, pas si nombreux en histoire, c'est quand même du côté de l'anthropologie, et y compris de l'anthropologie descolienne, que sont venus des renouvellements de réflexifs sur la question des épidémies, hein, quand même pas mal de choses. Donc je serais sans doute en peine de vous là d'en parler comme ça en quelques secondes, mais alors notamment, peut-être renvoyer aux travaux de Frédéric Keck sur la perception la question justement des maladies émergentes et des alertes sentinelles, et ce qui a été le plus travaillé sans doute ces dernières années, c'est l'interaction homme-animal et la construction zoonotique, hein, des pandémies humaines. Mais effectivement, la diversité des savoirs profanes, vernaculaires, etc., ont été au cœur de travaux qui existent aujourd'hui en anthropologie des épidémies et qui ont contribué à ce renouvellement, même s'il y a aussi du côté historien des travaux sur les savoirs vernaculaires. On parlait tout à l'heure de Jean-Paul Godillère, qui continue à travailler de ce côté-là, mais pas forcément en faisant des épidémies véritablement le centre de leur interrogation. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Anne, pour cette conférence. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter. C'est plus des réactions à la première intervention, puis comme j'ai appelé ton intervention, voilà. Donc d'Élise de Meulener, qui... Je suis absolument pas spécialiste. Ça renvoie plutôt aux travaux de Frédéric Keck, qui est l'anthropologue des épidémies. Il a suivi l'épidémie de grippe aviaire à Hong Kong, et puis ensuite il a eu la chance, entre guillemets, pour un chercheur, il a suivi aussi l'épidémie de Covid, et donc du coup ça l'a amené à développer des savoirs intéressants, vraiment passionnants de ce point de vue-là. Ce qui domine dans les instances internationales actuellement en termes de cadrage de la maladie, c'est plutôt le concept de One Health, qui pose que la santé des écosystèmes, des animaux et des humains sont interdépendantes. Et moi, ce qui me frappe, en fait, dans la façon dont le concept de One Health est saisi par les institutions de recherche et par les organismes, c'est que finalement, on parle beaucoup plus de maladie que de santé effective. Donc c'est aussi une réaction à ton intervention, Mathis, c'est que on reste centré sur la maladie comme définie par la présence d'un agent infectieux. Et alors, je précise que moi, je fais une ethnographie au long cours d'acteurs qui sont défenseurs des fromages au lait cru. Et ça m'amène à fréquenter précisément des groupes d'acteurs qui, eux, posent qu'en fait, les maladies infectieuses sont un problème, mais qu'il faudrait prendre de façon symétrique en compte le problème des maladies de la modernité, qui sont précisément causées par le déficit de confrontation à des environnements microbiens riches.
Et donc, maladie de la modernité, c'est asthme, eczéma et ce genre de choses. Et donc, il invite à prendre au sérieux une redéfinition de ce que c'est que la bonne santé. Voilà, ce que je peux voir sur mes terrains. Merci du commentaire. C'était un peu la perche que je te tendais, et notamment sur la compréhension du porteur de germes comme donc le porteur de germes dangereux et de germes pathogènes, et non pas comme l'individu en santé, malgré les germes qu'il détient. Merci beaucoup Anne pour cette conférence et pour votre présence. Merci beaucoup à tous. Merci.